Très bien. Mais écoutez, on va démarrer la masterclass. Ben oui, il est déjà 10h05. On démarre la masterclass. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. On est avec Guillaume Valence, le CEO de Advance Ghana. Et cette masterclass, comme toutes les masterclass, on va la démarrer par un exercice de brise-glace, qui est notre moment de vérité, où on met notre expert face caméra, tout en grand. Voilà, merci Donat de la team Entourage. Et Guillaume, on a 4 questions simples pour vous. Questions simples, réponses simples. Et l'idée avec ce brise-glace, c'est qu'on vous découvre euh, sous un autre angle, différent de la bio qu'on peut trouver sur Internet. Ça vous va? Alors, j'avais pas été briefé sur cet exercice, mais je vais me Justement, prêter au c'est un jeu avec brise-glace. plaisir. C'est un brise-glace. Il faut absolument pas que l'expert soit au courant parce qu'on veut que ce soit fluide et naturel. Ok, avec plaisir. Alors, Guillaume Valence en un mot, c'est quel mot et pourquoi ce mot? Curieux, parce que jamais j'aurais pensé faire ce que je fais aujourd'hui. Et c'est vraiment une suite d'opportunités saisies qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Ah oui, vous n'étiez pas du tout, votre formation n'était pas dans la finance. Ouais, j'ai fait une école de commerce, mais je dirais que l'appétit vient en mangeant. Si on m'avait dit que j'aurais dirigé trois institutions, j'y aurais pas cru. C'est vrai. Euh, D'accord. donc ça peut être d'ailleurs un sujet sur lequel discuter, hein. C'est-à-dire que quand on vous Ah, propose des missions impossibles, il faut dire oui, parce que c'est là qu'on apprend le plus. tout à fait. Deuxième question, Guillaume. Quelle est la leçon, s'il y en a une que vous devez retenir, qui a marqué le plus votre parcours? On fait rien tout seul. Hmm. On fait rien tout seul. Et on a tendance à sous-estimer l'importance vraiment de la culture d'entreprise et de l'effet d'entraînement des équipes. Très bien. Et si vous deviez donner un conseil à Guillaume d'il y a 25 ans, ce serait lequel et pourquoi? Prends confiance en toi. Mets à la poubelle ce complexe d'infériorité parce que ça te limite. Très bien. Intéressant. Et si Guillaume est un animal, c'est quel animal et pourquoi? Alors, j'avais déjà réfléchi à cette question plusieurs fois dans ma vie. Oui, celle-là, J'ai oui. déjà fait des jeux. Il y a un animal que j'aime beaucoup, alors c'est pas un animal qu'on trouve en Afrique, mais c'est le loup. Oui. Parce que le loup est un animal de meute, c'est un animal qui est très solidaire. C'est un animal qui survit dans des conditions extrêmes. Et c'est un animal qui, quand il a un objectif, fait tout pour l'atteindre. Ah oui, très bien. Ben, on a fini. Ah, peut-être une question décalée. C'est quoi la musique que Guillaume Valence écoute actuellement? Euh, alors, en ce moment, j'écoute beaucoup de musique électronique, puisque en fait, là, je vous reçois depuis mon studio. Je me suis équipé récemment avec Ah, un peu d'instruments là partout, parce que j'ai fait beaucoup de musique classique quand j'étais enfant. Et là, je m'y remets via d'autres moyens, donc musique électronique. très bien. Merci Guillaume. On a fini le brise-glace. Alors, c'était pas si compliqué. Ça va, je suis encore vivant. Vous êtes encore vivant. Super. Je résume pour les personnes, les retardataires qui nous ont rejoints. Le brise-glace de Guillaume Valence en 4 questions. Guillaume, le mot qui le caractérise, l'adjectif qui le caractérise, c'est curieux. C'est quelqu'un de curieux. Il dit aujourd'hui qu'il n'était pas forcément destiné à faire ce qu'il fait. Si on lui avait dit il y a quelques années qu'il allait diriger 3 institutions, il n'aurait pas cru. Donc, il se renouvelle sans cesse et il est surpris par les challenges qu'il relève au quotidien. La leçon principale qui a marqué son parcours, c'est on ne fait rien tout seul. On ne fait rien tout seul et c'est quelque chose qu'il aujourd'hui martèle à ses équipes notamment. Et il trouve qu'on a tendance à négliger l'effet d'entraînement des équipes dans le développement d'une entreprise. Le conseil que Guillaume donnerait au jeune Guillaume d'il y a 25 ans, c'est prends confiance en toi. Prends confiance en toi, mets à la poubelle ce complexe d'infériorité, car cela va te limiter. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, Guillaume a géré quand même 3 institutions, je pense qu'il a bien pris confiance en lui au fur et à mesure avec le temps. Et si Guillaume était un animal, ce serait le loup.
Le loup, parce que le loup, c'est un animal de meute. C'est un animal très solidaire et qui, quand il a un objectif, il fait tout pour l'atteindre. Et on dirait un petit peu que c'est votre mindset. Voilà, Guillaume, en 4 questions. Est-ce que j'ai bien résumé? Très bien. Super. Et peut-être un petit mot pour qualifier l'initiative Entourage qui nous réunit aujourd'hui, Guillaume. Euh, Bah, j'ai été approché, vous m'avez approché il y a quoi? Ça fait un an, je pense, à peu Ouais. près, hein. Non, un Euh, peu moins. un Six peu mois. moins, Ouais, oui, 6 mois. un peu moins d'un an. Et Oui, à cette époque, j'ai été mentor depuis, bah, maintenant, ça fait un peu plus d'un an, en fait. Ça fait à peu près 18 mois que j'ai pris un rôle de mentor au sein de mon entreprise. Rôle que j'ai pris très à cœur et je trouve que en fait, je pense que le mentor apprend au moins autant que que le mentoré. Et donc vraiment dans cette optique de pouvoir bah, partager ce que j'ai appris parce que finalement, je constate que les problématiques que mes mentorés traversent oui, euh, sont assez similaires à celles que j'ai traversées. Et franchement, j'aurais adoré, moi, pouvoir bénéficier de mentors. Donc, c'est un peu sous cet angle que j'ai tout de suite dit oui. Ensuite, ce qui me plaît, c'est ton énergie aussi, puisque le fait que, enfin, je vois que le réseau grandit très, très vite. c'est vrai. Donc, tu recrutes des experts. Je pense que Oui. c'est très bien. Je vois beaucoup de diversité. Mm. J'ai pas eu énormément de contact avec les experts, mais j'en connais quelques-uns et on a déjà commencé à échanger. Donc je pense que derrière, il y a aussi une communauté qui est en train de se créer. C'est ça. Entre Et je experts aussi. pense que je pense qu'on sous-estime vraiment la valeur de ce type de réseau, en plus dans des contextes africains dans lesquels on travaille. Alors c'est sûr que la Côte d'Ivoire n'est pas le Bénin, n'est pas le Nigeria. Moi, j'ai travaillé beaucoup en pays anglophones. Mm. La culture est différente. Et l'Afrique est un grand continent, mais il y a quand même des similitudes en termes de complexité des environnements, de vitesse à laquelle les environnements changent. Et comme je disais tout à l'heure, on est tellement plus fort quand on est plusieurs. C'est ça. Les expériences s'accumulent et je crois vraiment à ce que tu as lancé. Voilà, voilà ce que je peux dire au sujet d'entourage C'est en parfait. quelques mots. C'est parfait. Je te tutoie du coup, Guillaume, hein, désolé. Tu me donnes la main pour présenter brièvement du coup Entourage à cette nouvelle audience parce que chaque semaine, c'est une nouvelle masterclass et c'est une nouvelle audience qui nous découvre à travers la thématique de notre expert. Donc, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Je suis Raouda Taminou. Je suis la fondatrice de Entourage, cette initiative que Guillaume a bien posé les mots dessus. Chez Entourage, c'est quoi notre message pour vous? Vous, mesdames et messieurs, qui avez un projet ambitieux en Afrique ou pour l'Afrique et qui avez besoin de conseils fiables, notre message, Guillaume et moi, et les experts et moi, c'est de vous dire d'arrêter de chercher. Vous avez l'ambition. Nous, chez Entourage, on a les experts. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On démocratise l'accès à l'expertise de premier plan en Afrique. Voilà un petit échantillon de quelques visages d'experts qui nous font confiance. C'est des personnes qui sont avec nous pour accélérer votre trajectoire en Afrique. C'est des devanciers qui ont rencontré les mêmes problèmes que vous, qui les ont surmontés avec du succès, même parfois avec des échecs, et qui sont prêts à vous partager les clés de leur succès ou échec pour vous éviter de faire les mêmes erreurs. C'est des dirigeants, des décideurs qui sont à la tête d'entreprises comme Guillaume aujourd'hui, qui peuvent vous apporter des opportunités si votre projet ou votre profil est cohérent. Et c'est également des facilitateurs qui peuvent vous connecter à la bonne personne, à la bonne ressource, une fois de plus, si ce que vous portez est en alignement avec ce qu'ils font. Ça se passe sur www.entourage.africa. C'est une plateforme qu'on a mis en place où tous les mois, on essaie de rajouter 3 à 4 experts dans notre portefeuille d'experts. On a 94 experts aujourd'hui de premier plan, avec en moyenne 20 ans d'expérience, qui ont travaillé dans plus de 30 pays sur le continent. Ils couvrent aujourd'hui 35 secteurs. Tout ça pour dire quoi? Ne cherchez pas. On est quasiment sûr qu'en fonction de votre problème, de votre besoin, on a l'expert sur entourage. Comment ça marche? C'est une plateforme en ligne. Vous allez sur la plateforme www.entourage.africa. Vous trouvez l'expert qui correspond à votre thématique. Vous réservez un appel vidéo payant de 30 minutes à 60 minutes avec l'expert et vous pourrez lui poser vos questions et obtenir des conseils personnalisés pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en Afrique.
Et ça marche déjà. Ça fait 1 an qu'on le fait aujourd'hui avec des clients qui nous font confiance, qui investissent au fait sur leur développement professionnel pour aller beaucoup plus vite. Et à la fin de chaque session, ils évaluent nos experts et ils se sentent plus boostés, plus capables d'oser plus pour aller plus loin en Afrique. Et voilà ce qu'on fait chez Entourage. On espère que vous sauterez le pas comme eux. Et il y a une phrase qu'un de nos experts a dit récemment et qui rejoint ce que Guillaume a dit il y a quelques minutes. Il n'y a pas de trophée pour ceux qui réussissent seuls dans la souffrance. Il n'y a pas de trophée pour ceux qui réussissent seuls dans la souffrance. Si vous avez un réseau de personnes qui ont rencontré les mêmes problèmes que vous, qui sont prêts à vous aider, il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. Et c'est avec ce mindset qu'on a rajouté un nouveau produit à une nouvelle corde à notre arc qui s'appelle Entourage Plus. À travers Entourage Plus, on vous décrypte le parcours des vrais succès africains. On vous met à disposition des contenus de qualité à travers des études de cas sur les stratégies de nos experts. On vous donne accès à un réseau, une communauté d'entrepreneurs et de professionnels comme vous et moi qui sont ambitieux. Et on vous donne également accès à quelques experts qui viennent dans notre espace Entourage Plus pour répondre à nos questions en groupe. Donc, c'est du networking, c'est de la connaissance, c'est de la transmission. Globalement, c'est de l'utilité, l'excellence qu'on vous promet dans Entourage Plus. Et c'est accessible sous forme d'abonnement mensuel ou annuel. On en reparle tout à l'heure après la keynote de Monsieur Guillaume Valence, parce que tous les samedis, pour atteindre encore plus notre objectif d'impact, qui est de démocratiser l'accès à l'expertise de haut niveau, tous nos experts jouent le jeu. Tous les samedis à 10h GMT, il y a un expert qui vient sur Entourage pour nous former, pour nous élever sur sa thématique d'expertise. Et ce samedi, c'est Monsieur Guillaume Valence qui va nous faire l'honneur de nous enseigner, de nous partager, selon lui, comment est-ce qu'on réinvente la microfinance en Afrique à travers la fintech, à travers la digitalisation et les nouveaux usages qui sont en train de naître. Guillaume, la parole est à vous. Je coupe mon partage d'écran. Et nous, on se reprend après pour que je vous parle d'entourage pour ceux qui seraient intéressés. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est en train de charger. On voit l'écran maintenant, oui. Voilà, donc bonjour à tous et vraiment ravi d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup, Raoudat, de me donner cette opportunité que j'ai acceptée avec humilité et j'espère pouvoir apporter quelque chose ce matin à nos auditeurs. Comme tu l'as dit, le thème de ce matin, c'est réinventer la microfinance en Afrique. J'ai choisi ce thème parce que je pense que des leçons peuvent être tirées et que finalement, ce dont je vais parler ce matin ne s'applique pas seulement à la microfinance. Donc, je souhaiterais évidemment élargir ce sujet en fin de présentation et lors des questions après cette petite présentation. J'ai constaté que tout le monde ne venait pas de la microfinance, donc j'ai souhaité dans un premier temps donner quelques éléments très simples sur ce qu'est la microfinance. Il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de préjugés, et je pense que c'est important de rappeler quels sont un peu les principes de la microfinance, d'où vient la microfinance, comment le modèle de la microfinance a déjà évolué, et Advance on a été un des acteurs clés, et comment elle est en train d'évoluer. Et comment en tant que manager, en tant que leader, on décrypte ces différentes évolutions pour se réinventer, se transformer, rester pertinent et continuer à apporter de la valeur à nos clients. Donc la microfinance, c'est la fourniture de services financiers. Donc c'est pas juste du microcrédit. Ce sont des services financiers, crédit, dépôt, épargne, assurance. Aujourd'hui, mobile money, donc avec des canaux qui sont plus digitaux, à des publics exclus du système financier traditionnel. Quand on dit public exclu du système financier traditionnel, ça peut faire référence à des publics extrêmement larges. On peut parler de populations rurales, on peut pas parler de populations urbaines, mais qui n'ont pas accès au crédit bancaire parce que leurs business ne sont pas suffisamment formalisés, parce qu'on n'a pas suffisamment de documents, d'états financiers qui permettent aux banquiers de prendre une décision de crédit. Et donc, on a vraiment un scope extrêmement large de public
qui peuvent bénéficier de la microfinance. Et il y a un concept très important qui est celui de la double bottom line, c'est-à-dire que on est une entreprise, c'est pas une NGO, c'est pas une ONG, pardon. Euh, on est là pour durer dans le temps, on est là pour faire du profit, on est là pour rémunérer nos actionnaires, mais on est là pour avoir un impact. Et l'innovation, c'est de dire qu'en fait, les deux ne sont pas incompatibles. Au contraire, les deux sont nécessaires. Si je ne suis pas profitable, je ne serai pas là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et mon impact sera forcément très limité. Donc ça, c'est un petit peu les principes de base de la microfinance, une définition un petit peu générale. Et j'ai souhaité rappeler d'où vient la microfinance. Tout le monde a entendu parler de Mohamed Yunus au Bangladesh, qui a lancé des expérimentations, notamment avec la Grameen Bank. Quelques principes clés qui étaient vrais à l'époque et qui sont toujours vrais aujourd'hui, qui sont la confiance plutôt que la garantie. Si je prête de l'argent, c'est pas parce que j'ai une bonne garantie, mais c'est parce que je crois au porteur de projet, parce que je crois à son projet. Les premiers systèmes qui ont été mis en place sont des systèmes de groupes, des groupes en général très larges. Il y a un modèle qui s'appelle le village banking. Et comme son nom l'indique, on peut imaginer qu'on a beaucoup de bénéficiaires. Et le groupe vient comme mécanisme de solidarité un peu remplacer la garantie. C'est-à-dire que tout le monde est responsable de l'ensemble de l'enveloppe qui est donnée, de sorte que on ne connaît pas forcément tous les emprunteurs individuels, mais si un n'est pas en mesure de payer, le groupe, par un mécanisme de solidarité, vient trouver des solutions pour pouvoir rembourser. À l'époque, Mohamed Yunus a vraiment concentré son action sur les femmes. Donc, il avait déjà cette intuition que les femmes remboursent mieux, qu'elles sont plus averses au risque, qu'elles utilisent mieux l'argent du crédit. Et c'est une intuition qui s'est confirmée. Ça ne veut pas dire qu'on prête pas aux hommes, mais ça veut dire qu'on retrouve encore beaucoup aujourd'hui beaucoup de modèles qui sont vraiment centrés sur les femmes. Euh, un principe clé, c'est celui de l'autonomie. Évidemment, si on fait du crédit, c'est pour permettre aux clients de s'autonomiser, de grandir et par là même, non seulement développer leur business, mais pouvoir aussi avoir une meilleure vie, envoyer leurs enfants à l'école, construire une maison, etc., etc. Et donc, on croit évidemment à l'autonomie plutôt qu'à l'assistanat. Tout le monde a entendu cette phrase, si tu veux aider un pêcheur, achète-lui une canne à pêche. Donc, c'est plutôt que de donner du poisson, on apprend à pêcher. Et au départ, on parlait beaucoup de programmes visant des populations spécifiques, ce qui était un peu la limite du modèle à ses débuts. C'est-à-dire que ils étaient portés non pas par des entreprises privées, mais souvent par des ONG qui venaient avec une enveloppe, qui venaient décaisser un certain nombre de prêts selon une méthodologie à des populations spécifiques. Mais on s'est rendu compte que bon, bah, une fois que ces enveloppes sont dépensées, finalement, l'impact reste relativement limité. Et on sait aussi que les programmes peuvent avoir des effets de bord, des effets pervers, puisque dans de nombreux pays, quand on parle de microfinance, on essaye vraiment euh, de ne pas s'affilier à des programmes gouvernementaux, parce que pour beaucoup, l'argent public, c'est de l'argent gratuit, qui ne nécessite pas d'être remboursé. Donc ça peut avoir des effets pervers. Mais en tout cas, les principes étaient là et ont permis différentes expérimentations bien au-delà du Bangladesh, y compris en Asie, y compris en Amérique du Sud et évidemment en Afrique. On va faire un fast forward et arriver en 2007. En 2007, Advance, qui est au départ un groupe de conseil en microfinance. Advance lance sa première filiale au Cameroun
Il se trouve que j'ai été le premier directeur d'agence de cette première filiale. Et à l'époque, je dois dire qu'on ne connaissait pas grand-chose au métier. Mais le modèle était très innovant. C'était un modèle de microfinance commerciale. Et donc, l'idée derrière ça, c'était vraiment de lancer une boîte qui doit atteindre un seuil de rentabilité relativement rapidement pour pouvoir se développer et pour pouvoir avoir un impact sur le long terme en touchant des populations larges. Et donc le modèle est arrivé avec quelques éléments qui étaient disrupteurs à l'époque, qui étaient pas besoin d'épargner, alors que tous les modèles, c'était bon, bah, il faut ouvrir un compte, il faut déposer de l'argent, et dans 3 mois, dans 6 mois, quand j'ai bien compris quelles sont tes rentrées d'argent, là, je vais pouvoir prendre un risque de crédit. Bon, bah, chez Advance, quand on est arrivé, on ne te connaît pas, on décaisse en 7 jours. Avec une forte orientation client et sur la base d'une méthodologie cash flow. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais fondamentalement, c'est via des visites business qui nous permettent de collecter de l'information, la plupart du temps orale. Combien tu as vendu aujourd'hui, combien tu as vendu la semaine dernière, la dernière fois que tu as acheté, c'était quand, c'était combien, tu as combien de cash sur toi, etc., etc. On arrive à reconstituer les flux entrants et sortants et en déduire les capacités de remboursement. Advance est également venu avec une gouvernance extrêmement forte parce que culturellement, les actionnaires d'Advance sont ce qu'on appelle les DFI, Development Financial Institutions, comme la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement, les Allemands, les Anglais, etc., etc., qui nous ont finalement aidés à mettre en place cette gouvernance forte. Et un management qui était déjà différent, avec un peu cette culture de la porte ouverte, contrairement à des institutions sur site dont les organisations étaient plutôt pyramidales. 20 ans plus tard, Advance, c'est 6 pays en Afrique, 3500 staff, 1 million de clients, près de 400 millions d'euros de gross loan portfolio, donc c'est l'argent qu'on a dehors et que nos clients utilisent pour développer leur business. Donc c'est une belle histoire, mais ce qu'on voit, c'est que le modèle, et c'est vrai pour Advance, comme pour de nombreuses institutions de microfinance de par le monde, le modèle doit changer parce que les attentes des parties prenantes changent extrêmement rapidement. Tout d'abord, on a des clients qui attendent plus de vitesse. 7 jours maintenant, c'est trop long. Ah, j'ai besoin d'argent maintenant, pas demain. De flexibilité, évidemment de faibles taux. Et alors là, on parle avec des francophones, mais dans de nombreux pays africains, on n'est pas protégé par le franc CFA. J'ai travaillé au Nigeria, j'ai travaillé au Ghana, avec des niveaux d'inflation de plus de 35%, une dépréciation de la monnaie locale extrêmement violente, ce qui fait que les coûts du crédit au Nigeria, quand je suis arrivé, je connaissais des institutions qui prêtaient à plus de 100% annuel. Ok. Donc il y a vraiment des enjeux de capacité à délivrer de bons prix sur nos crédits. Euh, les marchés évoluent très vite avec de nouveaux entrants, notamment les fintechs, qui ne sont pas réglementés comme les institutions de microfinance et qui viennent vraiment disrupter le marché parce qu'elles sont capables de manière très agile d'offrir des produits et services sur l'ensemble des territoires sans licence ou avec des licences qui sont moins disantes en termes de solvabilité notamment, mais avec des services qui sont plus flexibles, des clients qui peuvent télécharger une application et emprunter dans la minute. Euh, donc ça nous challenge. C'est pas forcément moins cher, c'est pas forcément plus protecteur pour le client, mais ça génère de nouvelles attentes de la part de nos clients et il faut évidemment qu'on s'adapte. Les régulateurs qui poussent aussi pour plus d'efficacité.
des marges réduites. Et on le voit sur beaucoup de marchés après, je dirais, 20 ans où la microfinance s'est développée, où on a donné des licences. On a essuyé aussi des casses dans beaucoup de marchés avec ce qu'on appelle des clean-up, donc des phases de nettoyage où le régulateur a fermé des institutions. Ça a traumatisé beaucoup de clients. Pour certains, ils ont perdu leur argent. Donc la microfinance jouit d'une image qui est parfois assez délétère dans certains pays. Le régulateur aujourd'hui, dans beaucoup de marchés, pousse à la consolidation, ce qui est plutôt une bonne chose hein, pour le consommateur. Et enfin, une tendance dont on a, je dirais, tendance à sous-estimer la portée. Nos équipes changent très très vite. Advance Ghana, c'est près de 700 staff et plus de 60% d'entre eux font partie de la génération Z. Et la génération Z, on a fait des études, hein, y compris chez Advance Ghana. On sait que leurs attentes sont changeantes. Moins de règles, plus de flexibilité, une relation plus transactionnelle. Et donc, il faut à un moment donné trouver les moyens de se rencontrer à mi-chemin avec une revue, des règles et probablement plus de flexibilité pour nos staffs. Et donc, tout ça, c'est des forces qui jouent aujourd'hui sur notre business model, qui le challenge et qui nous poussent à nous transformer. Euh, je pense que problèmes, ces problématiques, ces contraintes ne sont pas propres à la microfinance, puisque c'est des sujets euh, sur lesquels je discute avec mes pairs d'autres secteurs, notamment au sein des chambres de commerce. On discute beaucoup de ces sujets. Ça traverse tous les secteurs, ça traverse toutes les géographies. Euh, les contraintes réglementaires sont également à la hausse dans tous nos pays d'opération et pas seulement sur la microfinance. Et on a des contextes internes qui sont également en transformation. Donc, à partir de là, je pense en plus que l'Afrique est propice pour que ces changements s'opèrent, parce qu'on a des populations qui sont plus jeunes. Quand on parle de microfinance, on a tendance à penser que nos clients utilisent encore ce qu'on appelle les dumb phones, les Nokia. C'est pas vrai. C'est loin d'être vrai. Y compris dans les zones rurales, aujourd'hui, les taux d'équipement sont extrêmement élevés. On a des infrastructures d'État qui sont plutôt faibles, des niveaux d'instabilité économique qui font que l'innovation est une nécessité pour les populations. Donc, je dirais que par rapport des géographies euh, type européenne ou américaine, les contextes dans lesquels on opère en Afrique sont beaucoup plus dynamiques et changent beaucoup plus vite. C'est pour ça que nos approches stratégiques un peu classiques, projection à 5 ans, gestion de projet, où finalement, bah, une fois qu'on a délivré notre projet de transformation digitale, après 5 ans, ben, en fait, le monde a changé et notre projet n'est plus adapté. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Nos environnements changent plus vite que nos organisations. Et la vraie question, pour moi en tout cas aujourd'hui, c'est comment je développe de l'agilité en interne, en aplatissant mon organisation et en donnant plus de pouvoir aux gens qui sont proches du terrain. Donc, ces changements sont déjà à l'œuvre. La question est de savoir quelles opportunités ces nouvelles contraintes nous offrent. Si je reviens à mon secteur de la microfinance, on voit déjà à peu près quelle direction on est en train de prendre. Nos clients veulent plus d'autonomie, de self-service, de rapidité. Et on a des solutions qui existent. Euh,
sont capables, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent qui permettent à nos clients de faire tout ce qu'on appelle le process de KYC, Know Your Customer. Vous savez, quand on doit donner un certain nombre de documents pour valider son identité, etc. Tout ça, c'est faisable en ligne. La question pour nous, c'est comment on automatise les décisions de crédit. Je vous ai dit tout à l'heure que une décision de crédit, c'est un chargé de clientèle qui va sur site, qui va passer 2 heures, qui va poser beaucoup de questions à nos clients. Tout ça, ça prend du temps. On revient avec les informations, on s'assoit, on monte un dossier, on passe en comité de crédit, on prend une décision de crédit. C'est pour ça qu'on est 700 au Ghana pour un peu plus de 140 000 clients. Mais ce modèle est voué à transformer. Et ce qu'on constate, c'est que d'une part, les clients veulent ce changement. D'autre part, euh, l'explosion des coûts, notamment dans des pays comme le Nigeria et le Ghana, avec des années avec des niveaux d'inflation à plus de 30%. Et enfin, la pression de nos équipes qui veulent plus d'autonomie, plus une relation plus transactionnelle. Bah, finalement, tout ça, ça devient une opportunité. Parce que aujourd'hui, j'ai besoin de chargés de clientèle qui sont des analystes crédit. Demain, si je suis capable d'automatiser mes décisions de crédit, probablement pas à 100%, mais probablement à 50 ou 60%, eh ben, le rôle du chargé de clientèle, le métier du chargé de clientèle va aller d'un rôle plus analytique, ou plutôt analytique, à un rôle plus relationnel. Et du coup, je pense qu'il y a une opportunité avec une utilisation smart de la technologie pour que le client soit satisfait et que mon staff soit également satisfait en transformant mes process, en transformant le cœur de métier du chargé de clientèle et de fait en transformant la relation entre l'employeur et l'employé. Donc, tout ça pour dire que quand on perçoit un peu ces forces bon, qui nous apparaissent parfois un peu contradictoires entre le marché, les clients, le régulateur, le staff, finalement, ça nous donne une direction, ça nous donne un cap. Et l'idée, c'est pas de se dire, bon, ben, dans 6 mois, dans un an, il faut que je sois là. Mais par contre, c'est de se dire, voilà la direction que le marché est en train de me donner. Comment est-ce que je commence à prendre des actions pour transformer mon métier, typiquement sur les automatisations de décisions de crédit. Mon objectif ne peut pas être 80% demain, mais ça va peut-être être 10%, 20%. Et je vais tester, je vais piloter, je vais faire des erreurs, je vais ajuster et progressivement, bah, j'arriverai peut-être pas à 80%, mais à 50%, et ça m'aidera à transformer mon métier. Donc, à travers cet exemple, je souhaite un petit peu élargir la discussion, parce qu'on a des profils très variés, et j'espère vraiment que vous êtes toujours là. Euh, Ils le sont. Très bien. Euh, pour moi, la question de la technologie ou du business model n'est jamais la première question. La première question, c'est toujours celle de la vision. On l'a dit, nos contextes évoluent très vite. Peut-être qu'il y a 5 ans, j'avais développé une vision de mon entreprise qui est totalement obsolète aujourd'hui. Et donc, on se rend compte que euh, c'est vraiment euh, en challengeant notre vision chaque année, peut-être à l'occasion des budgets, qu'on peut vraiment avoir un positionnement fin et adapté à nos contextes. Sur la technologie, typiquement, c'est pas une contrainte ou une fin en soi, mais ça doit être une opportunité de délivrer de la valeur à nos clients, tout en nous permettant de nous adapter aux attentes du staff. On est en train de réfléchir à une application avec un concept qu'on appelle gamification. Pour ceux qui ont des enfants, ou pour ceux qui ont déjà téléchargé des jeux sur le smartphone, vous savez,
Quand vous commencez un jeu, vous avez un niveau. La première fois que vous faites une tâche, vous avez un trophée. Et il y a un certain nombre de récompenses comme ça qui peuvent être distribuées. Bon, bah, on pense typiquement que, pas demain, pas après-demain, mais peut-être dans 5 ans, à travers une application gamifiée, on pourra piloter la performance de nos staffs de manière beaucoup plus fine qu'on le fait aujourd'hui à travers des systèmes traditionnels. Le deuxième élément, après la vision, je dirais que la deuxième brique, c'est vraiment la culture. Et à travers mes expériences, j'ai découvert encore récemment, j'ai rejoint le Ghana il y a 1 an et demi, euh, la capacité de développer une culture très forte qui drive le changement et la croissance, c'est 80% de la réponse. C'est 80% de la réponse et moi-même, j'ai été très surpris par les résultats qu'on a obtenus au Ghana. Alors, je savais qu'on allait réussir, mais on a réussi au-delà de tout ce qu'on pensait possible parce qu'on a développé une culture extrêmement forte. Et la culture a un double effet qui peut être très négatif parce que c'est la culture qui génère les comportements négatifs, individualistes, mais c'est la culture qui drive les changements positifs également. On a tendance à opposer culture et ambition. Pour moi, c'est vraiment pas antinomique. Au contraire, l'ambition, c'est ce qui doit aussi définir, conditionner la culture. Enfin, c'est seulement une fois qu'on a une bonne vision d'où on veut aller, où on a défini la culture, quels sont les comportements qu'on veut voir, les comportements qu'on ne veut pas voir, qu'on peut définir la stratégie. Et enfin, comment on veut y arriver. Ça, c'est le dernier élément. L'exécution, souvent, quand on est manager, on pense que c'est pas pour nous. En fait, l'exécution, c'est probablement le plus important. On peut avoir la meilleure stratégie du monde si on n'est pas capable de l'exécuter. Cette stratégie restera théorique. Et donc, l'exécution, c'est vraiment comment je simplifie au maximum mes premières étapes pour qu'elles soient des réussites, parce que les premières étapes réussies, c'est des choses qu'on peut célébrer, c'est là où on peut récompenser le staff, c'est là où on peut générer les premiers effets d'entraînement. Donc l'exécution, c'est vraiment, vraiment, vraiment la clé une fois qu'on a défini notre stratégie. Euh... Raoudat, je vais m'arrêter ici sur une petite citation. Rien n'est permanent sauf le changement. Évidemment, cette citation est très connue, il y a rien de nouveau ici, mais je pense que c'est tellement d'autant plus vrai dans nos environnements africains et en 2025. Euh, c'est comment organiser le changement dans nos institutions parce que c'est la règle. Donc je vais m'arrêter ici si tu le veux bien et Très bien. merci de m'avoir écouté. Merci Guillaume pour cette keynote. Je pense que tu nous as un petit peu posé les bases hein, du décryptage, selon toi, des tendances d'évolution du secteur de la microfinance, voilà, à travers les différents angles. Et l'idée maintenant, il y a quelques questions qui commencent à venir dans le chat. On prendra la question un petit peu vers la fin de la masterclass. Là, maintenant, on va faire un petit entonnoir en faisant un cas bien précis sur deux filiales que tu étais amené à redresser. Et on va rentrer donc dans ton étude de cas sur comment Guillaume Valence a réussi la relance de filiales en crise en Afrique et en Asie. On a tenu à prendre l'exemple de l'Asie, hein, parce on a vraiment travaillé ce type d'études de cas ensemble, parce que tu as travaillé sur la filiale du Pakistan, c'est bien ça, hein, et la C'est filiale ça, du Ghana, en plus du Cameroun et du Nigeria, mais c'est plutôt le Ghana et le Pakistan que tu as jugé intéressant pour cette étude de cas, hein. tout à fait. Très bien. Ben, pour rentrer dans le dur directement, par rapport au contexte, je pense que, parce que dans la keynote, t'as pas très bien, t'as pas présenté ton parcours. Donc, est-ce que tu peux nous revenir un petit peu sur ton parcours et les grandes étapes qui t'ont conduit aujourd'hui à intervenir sur des filiales en difficulté? Hello, vous avez aimé ce contenu? Vous voulez voir la vidéo complète de l'étude de cas associée? Rien de plus simple. Cliquez sur le lien Entourage Plus dans la légende de cette vidéo pour rejoindre notre offre premium.
Avec Entourage Plus, dorénavant, vous accédez au replay complet des masterclass, les études de cas réels, les plans d'action, les outils pratiques de nos experts. Vous avez également accès à notre communauté privée pour des connexions stratégiques avec des professionnels ambitieux comme vous. Vous avez également accès aux sessions de mentorat live, un petit comité avec nos experts pour leur poser vos questions et bien d'autres avantages réservés uniquement à nos membres premium. Ne restez plus spectateurs. Passez à l'action dès maintenant avec Entourage Plus et donnez un vrai coup d'accélérateur à votre carrière ou à votre business en Afrique. On vous attend de l'autre côté.